Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. À la une ce soir, l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro a reçu la visite de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara avait à ses côtés la directrice de l'hôpital Enfant Jésus du Vatican. Un partenariat entre les deux structures sanitaires est en vue. Le ministre de l'Économie et des Finances a dressé le point des deux derniers programmes économiques que la Côte d'Ivoire a engagés avec le FMI entre 2012 et 2020. Adama Coulibaly a déroulé aux auditeurs les performances économiques du pays en dépit de la crise économique mondiale. Procès en appel de 11 proches de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. 2 d'entre eux ont été acquittés des charges retenues à leur encontre. Pour les 9 autres, le jugement en première instance pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État a été confirmé. Et puis la Turquie et la Syrie qui ont été frappées par 2 séismes le 6 février dernier. Plus de 35 000 morts selon les bilans de ce jour. Les secouristes turcs et ceux venus de l'étranger poursuivent sur place les recherches dans les décombres en quête de survivants. Bienvenue à tous. C'est à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, que nous ouvrons ce journal. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'y est rendue avec la première responsable de l'hôpital Enfant Jésus du Vatican. Ensemble, elles ont visité l'hôpital Saint-Joseph Moscati qui va bénéficier d'un appui. Jérôme Kofi Abolin nous en dit davantage. Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire. La première dame ivoirienne ce lundi y est en déplacement. Comme point de chute, l'hôpital Saint-Joseph Moscati qui jouxte la basilique Notre-Dame de la Paix. Aux côtés de Dominique Ouattara, la présence de Mme Mariela Enoch n'est pas fortuite. L'hôpital Bambino Jésus ou de l'Enfant Jésus du Vatican qu'elle dirige décide de sceller un partenariat avec l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Le moment de la rencontre organisée à cet effet vient juste après celui où la première dame de Côte d'Ivoire et son hôte se donnent l'occasion de prendre langue avec les personnels ainsi que des patients de cette structure sanitaire de Yamoussoukro qui les accueille ce jour. Ce moment est aussi l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présent de réaffirmer la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'hôpital Saint-Joseph Moscati soit un établissement de santé haut de gamme. C'est un hôpital avec un plateau technique relevé qui comprend plus de 200 lits et avec 17 services, capable de prendre en charge de façon efficace, lorsqu'il fonctionne correctement, toutes les pathologies, puisqu'il y a plusieurs spécialités qui séjournent dans cet hôpital. Et sur instruction de M. le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, nous avons donc négocié une nouvelle convention qui nous permet donc aujourd'hui de leur apporter une subvention. Donc pour cette année, il y a 300 millions de francs CFA qui vont être dégagés comme subvention. Et grâce à cet accompagnement, mais surtout au dynamisme de l'équipe, de la nouvelle direction, je pense que l'opérationnalisation donc, de l'hôpital se renforce. En prenant la parole, la directrice de l'hôpital Bambino Jésus du Vatican salue l'implication et le soutien de la première dame Dominique Ouattara dans la gestion de l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Madame ministre, continuez. Madame la première dame, monsieur le ministre, je vous supplie du fond du cœur de continuer à assister l'hôpital Saint-Joseph Moscati parce que l'aide que vous lui apportez est un grand appui pour les populations locales et soyez certains que tout ce que vous investisserez dans cet hôpital sera utilisé dans le meilleur des cas possibles pour ces personnes qui sont visées. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, cette idée de partenariat entre les deux structures naît de la visite effectuée avec le président de la République Alassane Ouattara en 2022 au Vatican est maintenant chose faite. Lorsque nous avons été donc au Vatican, j'ai visité l'hôpital Jésus de Bambino et j'avais promis à sa présidente, Madame Enoch, de venir visiter l'hôpital Saint-Joseph de Moscati de Yamoussoukro que je n'avais pas encore visité. Donc c'est une chose faite, elle-même est venue nous rendre visite et je suis donc venue l'accompagner. Et je dois dire que j'ai été très impressionnée par cet hôpital qui est non seulement
beau à voir, grand, mais qui renferme beaucoup de compétences. Et je voudrais vraiment les féliciter et continuer à inviter la population aussi à venir se faire soigner ici, parce que cet hôpital est formidable. Il est à la portée des populations, il y a des compétences techniques indéniables et un très beau plateau technique. Cette fois encore, la présence de la première dame Dominique Ouattara à Yamoussoukro, comme partout où elle se rend, ne passe pas inaperçue aux yeux des populations venues l'accueillir à l'aéroport. C'est donc dans la gaieté que ces populations, notamment des femmes qui savent certainement ce que leur apporte le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par l'épouse du président Alassane Ouattara, se sont déplacés massivement pour l'acclamer et communier encore avec elle relativement aux actions de bienfaisance qu'elle ne cesse de mener à leur égard. Et on reste en santé au chapitre Covid-19, plus précisément en termes de prévention, les mesures sont renforcées. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 25 millions de doses de vaccins administrées à plus de 12 millions de personnes. Et pour cette année 2023, la campagne de vaccination se poursuit. Elle va même s'intensifier. L'objectif étant de porter la couverture vaccinale nationale de 40 à 70%. Didier Nguessan. Mars 2021, février 2023. 2 ans que le premier vaccin contre la COVID-19 était administré en Côte d'Ivoire. À ce jour, la couverture vaccinale est estimée à 40% sur un objectif de 70% à terme. Même si la pandémie est sous contrôle, il ne faut pas baisser la garde. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle lance la campagne de vaccination 2023. La Côte d'Ivoire a administré plus de 25 millions de doses de vaccins contre la COVID-19. La population cible âgée de 12 ans et plus, complètement vaccinée, est de 12 209 496 personnes, soit 58% de cette population cible. Cette performance rapportée à la population générale est de 40% de personnes complètement vaccinées, alors que l'objectif poursuivi est de 70% de la population générale complètement vaccinée. L'innovation majeure cette année est l'extension de la vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est destinée à ce jour aux personnes âgées de 12 ans et plus, mais également élargie aux femmes enceintes et allaitantes. Cette campagne de vaccination contre la COVID-19 est couplée au dépistage des maladies métaboliques telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Direction Gagnoa, dans la région du Gor, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi y a célébré avec les populations la journée internationale des personnes âgées. Il est allé à la rencontre du doyen d'âge de la ville. Serge Coléa nous conduit sur place. À Tchédoué-Babré, village de la commune de Gagnoa, Honoré Gobri représente un symbole de longévité. Né vers 1932, le patriarche est officiellement âgé de 91 ans. Une vie pleine que son entourage se plaît à raconter avec émotion. C'est un personnage jovial. Là où il est, il entretient la joie. De temps en temps, on l'appelle Boro, de temps en temps, on l'appelle Rib. Mais c'est quelqu'un qui a marqué une certaine génération d'Ivoiriens. De par la couture, il a formé des dizaines et des dizaines de couturiers et de couturières. Moi que vous voyez, il a fait mon trousseau. Doudou Yougloui, son surnom, a été aussi un footballeur adulé dans la région. Grand footballeur, il a commencé dans les années 50 ici. Il a joué aux 11 frères de Gagnoa. Il a joué à RCO, Racing Club Doumé. Et après, il est allé à Mans. À Mans, il a joué à Mans où il a été l'équipe de Espoir de Mans qui a eu la Coupe de Côte d'Ivoire en 1960. L'homme a du mal à s'exprimer de façon fluide, mais le poids de l'âge n'a pas eu raison de sa mémoire et de ses souvenirs. Avec le RC Mans, il a remporté la...
Voilà. Bon, de temps en temps, ça lui revient. Hein. Espoir demain. C'est à cet homme, presque centenaire, que le ministre Adama Kamara a rendu visite à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a fait don de vivres, de non-vivres et d'une somme d'argent. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 4e étape de la ronde du social qui se tient dans la région du Go. La ronde du social a pour but de présenter la politique sociale du président Alassane Ouattara. Merci, Président. Merci beaucoup. Longue vie. C'est un sentiment de gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous-même, vous constatez la magie de l'action sociale du Président de la République. Rendre un senior aussi heureux et qui souhaite au Président de la République d'avoir aussi longue vie que lui dans la santé. Au nom du chef de l'État, Maître Adama Kamara a donné son accord pour permettre à Honoré Gobri de bénéficier des filets sociaux pendant 3 ans. D'autres doléances, notamment avoir un fauteuil roulant, seront examinées pour l'aider à bénéficier des bienfaits de la politique sociale du président de la République. Voilà, elles sont à célébrer, ces personnes du 3e âge qui ont donné de leur énergie pour le développement de la Côte d'Ivoire. On parle économie et comment se portent les programmes économiques du FMI en Côte d'Ivoire. C'est à cette question que le ministre de l'Économie et des Finances a répondu, et cela face aux auditeurs des programmes de gestion économique venus de plusieurs pays de la sous-région. Ils ont pu voir comment la Côte d'Ivoire arrive à tirer son épingle du jeu en cette période de récession économique mondiale. Mamadou Kouassi. Grand oral du ministre de l'Économie et des Finances face aux auditeurs du programme de gestion des politiques économiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Un exposé portant sur les programmes économiques et financiers enregistrés par la Côte d'Ivoire avec le FMI, Fonds monétaire international, pour les périodes 2012-2015 et 2016-2020. Des réformes sectorielles qui ont permis de faire en sorte aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit devenue un pays très attractif. On peut déjà dire qu'avec les réformes qui ont été mises en œuvre, notamment dans le Doing Business et toutes les facilités qui ont été faites, nous avons eu la confiance en fait, des investisseurs. Nous avons eu également la confiance des partenaires économiques et financiers. Et ça se traduit à travers les notations qui nous ont été faites par les agences. Des réformes qui ont permis de mobiliser environ 1000 milliards de francs CFA. Et à côté de cette mobilisation financière, il faut ajouter la réduction du taux de pauvreté, le renouement avec la croissance économique, ainsi que la croissance de la résilience de l'économie ivoirienne face aux crises internationales. Les chocs que nous avons connus, que ce soit la Covid ou même la guerre en Ukraine, nous avons vu effectivement qu'il faut que les fondamentaux économiques soient solides pour pouvoir faire face à ces chocs-là. Donc nous continuerons à bâtir notre résilience pour faire en sorte que les chocs à venir puissent être absorbés grâce aux réformes que nous continuons de mettre en œuvre. Des résultats qui font de la Côte d'Ivoire un modèle économique dans le monde. De quoi réjouir ses auditeurs issus des pays de la sous-région et de la Côte d'Ivoire. Le cas ivoirien est bel et bien un modèle pour nous parce que je pense bien que les autres pays aussi pourraient s'inspirer du cas ivoirien. Et arriver dans notre pays, on va voir aussi qu'est-ce que nous pourrons faire par rapport à cela. L'inflation est maîtrisée sur la période de 2012 à 2019 et également le taux d'endettement qui a été présenté est en dessous du ratio qui est défini par l'UEMOA. Cette rencontre est à l'initiative du programme de gestion des politiques économiques GPE de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Un programme d'excellence basé dans les locaux du CIRES dans la commune de Cocody et spécialisé dans le renforcement des capacités des cadres de l'administration. Ce 13 février, c'est la rentrée solennelle pour la 59e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Les 676 élèves ont été exhortés à une prise de conscience des attentes de l'administration que la ministre de la fonction publique définit autour de la bonne formation, la compétence, l'efficacité, les valeurs ethniques et aussi républicaines. Grâce Kando. École nationale d'administration ENA ce lundi matin. Le drapeau ivoirien fait son entrée avec un détachement de la gendarmerie nationale. Cette tradition pour marquer officiellement
la rentrée solennelle des élèves de la 59e promotion de l'École nationale d'administration, en présence de l'autorité de tutelle et de 2 autres membres du gouvernement. Au total, ce sont 676 élèves qui composent cette promotion, dont 663 de nationalité ivoirienne et 9 originaires de la République centrafricaine. Les programmes de formation qui seront mis à votre profit devraient vous y aider. Dans la nouvelle approche pédagogique que vous expérimenterez, disposez-vous à l'usage des technologies du numérique et à la recherche permanente pour participer de façon plus active et plus personnelle à la consolidation de la formation reçue. Le doyen d'âge de la 59e promotion de l'ENA a reçu la charte de l'école des mains du doyen de la 58e promotion. Je suis le garant de cette tradition. Je suis tenu de faire appliquer, de faire respecter cette tradition à nos jeunes frères. Afin de permettre à l'école de maintenir son prestige, de nouveaux défis s'imposent. Le premier défi porte sur la mise en œuvre de programmes et d'actions de formation de qualité irréprochable. Le deuxième défi porte sur l'amélioration de l'environnement de travail et d'apprentissage avec des infrastructures appropriées. Le dernier axe, quant à lui, est relatif à la promotion d'une culture professionnelle assise sur des comportements et des pratiques vertueuses qui fera de l'ENA une marque déposée. La performance de l'administration publique repose sur son efficacité, selon la ministre de la fonction publique. C'est pourquoi Anne-Désirée Ouloto appelle les élèves de la 59e promotion à s'attacher aux valeurs citoyennes et républicaines avec une culture élevée du service public. Ils démarrent eux aussi une formation. Une trentaine de cadres du ministère de l'Éducation et de l'École nationale supérieure revisitent les différents curricula d'apprentissage. Pendant 5 mois, ils vont travailler à rendre plus performant le système éducatif ivoirien. Sephora Zegui. Comment actualiser et dynamiser les programmes d'apprentissage en Côte d'Ivoire? La question est au cœur de cette formation à l'intention d'une trentaine de cadres du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'initiative est de l'UNESCO à travers le BIE, Bureau international de l'éducation. Afin d'accompagner les États membres de l'UNESCO dans leurs actions transformatrices de l'éducation, le BIE propose certains leviers sur lesquels nous travaillons déjà dans nombre de pays et que nous voulons proposer aussi à la Côte d'Ivoire pour améliorer de manière sensible la qualité de l'éducation. Le premier levier majeur, c'est l'allègement des curricula. Les programmes sont lourds et nous disons qu'il est important d'alléger les programmes. Le deuxième levier important pour nous, la promotion de la créativité versus mémorisation. La mémorisation est le socle de la pédagogie aujourd'hui que nous utilisons tous. Le troisième levier, c'est le quantum horaire. Ce sont au total 16 curricula qui seront analysés au cours des 5 mois que va durer cette formation. Mariatou Koné estime que cette séance, qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire, cadre bien avec la politique gouvernementale en matière d'éducation. Avec l'organisation de cette formation, mesdames et messieurs, nous sommes bien dans la dynamique de la transformation de l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est une formation qui arrive au bon moment pour armer nos collaborateurs à répondre à ces grands défis et traduire en résultats concrets les attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, à savoir une école de qualité de mérite dans la transparence et dans l'équité. Ces agents bénéficieront d'outils nécessaires au renforcement de leurs capacités dans divers domaines tels que le suivi-évaluation, la pédagogie et les réformes curriculaires, entre autres. À cela, il faut ajouter 5 mois de formation via Internet. Le monde célèbre aujourd'hui un média vieux de plus d'une centaine d'années. La Journée mondiale de la radio, initiée par l'UNESCO, vise à marquer le rôle majeur de la production radiophonique dans l'éducation des masses. Cette année, il s'agit de culture de la paix. Patricia Kouakou et Jean-Marc Djedji. 13 février 2023. C'est la Journée mondiale de la radio initiée par l'UNESCO. Depuis les années 1890, date de la création du premier poste radio à Transitor,
Ce récepteur électronique se présente comme un média de masse qui accompagne ses auditeurs. Transmettre l'information et éduquer le public est son sacerdoce. À l'occasion de cette célébration, l'UNESCO rappelle aux hommes et femmes de radio leur rôle de pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix, d'où le thème « Radio et paix ». Dans le district d'Abidjan, précisément dans les communes de Cocody et de Bingéville, les radios communautaires s'engagent à s'impliquer dans les actions de communication en faveur de la paix, de la résolution des conflits et à combattre l'incitation à la haine à travers leur production. La radio de la paix et la radio Alobé de Bingéville émettent respectivement depuis plus de 10 ans. Ils soutiennent la thématique de cette journée. À travers la parole, on arrive à guérir. À travers la parole, à travers nos voix, on arrive à permettre aux gens de se fidéliser. Et aujourd'hui, on est passionné de cela. Et puis, je pense qu'on est très heureux aussi de vous recevoir chez nous. Nous avons des supports sensibles. Il ne faut pas être incendiaire. Il faut plutôt prôner des messages de paix, de cohésion sociale et d'intégrité. Pour étant radio de paix, notre credo, c'est d'abord instiguer la paix, c'est parler de paix à tout le monde, c'est instituer des émissions qui puissent sensibiliser les uns et les autres. Occasion pour le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, de rappeler les actions du gouvernement pour dynamiser cet outil d'information et de développement des populations. La récente création de l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM en abrégé, chargée d'accompagner également les radios. Je voudrais vous inviter à être des porteuses et des porteurs de paroles de paix, d'être des voix engagées pour la promotion de la paix sur des ondes qui diffusent également les mélodies harmonieuses de notre diversité culturelle, gage de notre cohésion sociale. Le pays enregistre à ce jour 222 radios, à savoir 3 radios du service public, 1 radio institutionnelle, 208 radios privées et 25 radios confessionnelles. La radio reste le média le plus fiable et le plus utilisé selon l'UNESCO. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a eu un échange avec les autorités administratives du district de la vallée du Bandama. Mamadou Touré les a informés de l'ouverture prochaine du centre de service civique à Boaké. Il a également demandé leur implication pour une meilleure adhésion des jeunes, cible de ce projet national. Khalid Diomandé, Franck Quadio. Les travaux de construction du centre de service civique de Boaké sont achevés et l'édifice bâti à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA est fin prêt pour accueillir ces nouveaux pensionnaires. En prélude à l'inauguration prévue dans le courant du mois de février, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique reçoit le corps préfectoral, les mairies et conseils régionaux du district de la vallée du Bandama. Durant plus d'une demi-heure, Mamadou Touré explique les modalités d'ouverture du centre de service civique de Boaké. Vous savez, le chef de l'État a mis la jeunesse au cœur des priorités, c'est l'année de la jeunesse. Et l'ouverture donc de ce centre constitue un élément important. Bien évidemment avec les préfets, les régions et les mairies qui seront fortement impliqués. Il s'agira d'identifier tous ces jeunes qui sont dans une situation donc de vulnérabilité et leur permettre donc d'accéder donc à des centres de services civiques. C'est aussi le cas de la deuxième chance puisqu'il s'agira de donner une seconde chance donc à tous ces jeunes-là qui sont en décrochage. Les centres de services civiques ciblent les jeunes analphabètes et ceux en échec ou en abandon scolaire. Leur formation s'étend sur une durée de 6 mois, dont 2 mois de formation de type militaire et 4 mois d'apprentissage à la pratique d'un métier. Le corps préfectoral ainsi que les municipalités s'y engagent. Nous sommes des agents de proximité, nous allons au contact des populations et donc la sensibilisation, on ne fait que ça normalement. Je pense que dès que le coup d'envoi sera donné, on ira sur le terrain pour sensibiliser les populations cibles. Les différentes organisations de jeunesse qui collaborent avec nous seront mises à contribution. Nous avons des responsables communautaires avec qui nous avons l'habitude de travailler. Tout ce monde sera mis à contribution. Le centre de service civique de Boaké fait partie du projet d'implantation des 14 centres dans tous les districts de la Côte d'Ivoire. Il devrait accueillir au total 1000 jeunes au cours de la période
2024. Les inscriptions débuteront le 27 février jusqu'au 13 mars prochain. Être âgé de 16 ans au moins et de 25 ans au plus et être originaire ou résident dans les départements de la vallée du Bandama sont entre autres les critères de sélection. Dans l'actualité judiciaire, le procès en appel des proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a rendu son verdict sur 11 personnes jugées pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. 2 ont été acquittés par la Cour d'appel. Alain Lobognon et Sekongo Félicien déclarés non coupables. Pour les 9 autres, le jugement en première instance a été confirmé. Souleymane Donisongui et Aboulaye Traoré. Alain Lobognon et Félicien Sekongo sont déclarés non coupables des faits qui leur sont reprochés. En revanche, l'ex-directeur du protocole de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Souleymane Koné Kamaraté, dit Soul, son ancien chef de sécurité, le commandant Kassé Kwame Jean-Baptiste et les autres devraient retourner derrière les barreaux. Pour les avocats de la défense, c'est une décision de justice. Nous la respectons, même si nous ne la partageons pas. Nous allons aller jusqu'au bout, nous allons nous pourvoir en cassation et jusqu'à ce que le droit puisse être dit, nous n'abdiquerons pas. De l'autre côté, les parties civiles se disent satisfaites des décisions arrêtées par la Cour. La Cour vient de répondre à 3 questions. La première, est-ce qu'il s'agit de faits avérés? La Cour a répondu oui. Est-ce que les personnes qui sont présentées comme jugées sont-elles impliquées dans ces faits criminels? La Cour a répondu oui. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire méritait de se constituer partie civile et à prétendre à des intérêts pécuniaires en termes de dommages et intérêts? La Cour a répondu toujours oui. Nous nous réjouissons de cette décision qui se présente désormais comme une vérité judiciaire sous réserve des droits de recours qui appartiennent effectivement à chacune des parties. Le procès en appel s'est ouvert le 2 février dernier. Les concernés avaient été condamnés en première instance à de lourdes peines d'emprisonnement pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Sur la scène culturelle, le comité du concours national de beauté Miss Côte d'Ivoire se remet en selle. La période du 25 février au 1er juillet 2023 est annoncée pour les différentes phases à travers tout le pays. Tout comme les candidates, le rôle de la jeunesse pour une réduction des inégalités sociales sera mis sur la scène cette année. Serge Pacom Didi et Didier Nguessan. Miss Côte d'Ivoire 2022. Candidate numéro 2. Mademoiselle Kwasi Marlène. Marlène Kwasi Kani, Miss Côte d'Ivoire 2022, cédera sa couronne le 1er juillet prochain, date choisie pour la finale de la 27e édition du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. À la recherche de la plus belle fille du pays, le commissi sillonnera 12 villes. Des présélections qui démarrent le 25 février prochain à Boaké, dans la région du Béké, pour prendre fin le 13 mai à Korogo, région du Poro. La France, l'Angleterre et les États-Unis accueilleront également la caravane du commissi. Miss Côte d'Ivoire 2023 va prôner le rôle et les initiatives de la jeunesse pour une réduction des inégalités sociales. Nous avons choisi ce thème avec l'agence Emploi Jeunes parce qu'on s'est rendu compte que cette année, dans le discours du président de la République, il a mis une mention spéciale sur la jeunesse. Et nous avons pensé qu'il était bon que la jeunesse en prenne conscience et qu'elle puisse apporter elle-même leur contribution au développement de notre pays et même au développement de leur futur. Comme pour les éditions précédentes, la première dame Dominique Ouattara soutient l'événement, de même que les institutionnels. C'est un thème assez intéressant, surtout que c'est l'année de la jeunesse. Et je pense que cette jeunesse-là a beaucoup à jouer pour le développement de notre pays. Le comité Miss Côte d'Ivoire est un partenaire clé du ministère du Tourisme, en tout cas en ce qui concerne la promotion, aussi bien touristique que des loisirs. L'organisation de Miss Côte d'Ivoire, telle que présentée, apparaît comme une réponse pragmatique à la décision du chef de l'État. En cela, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'associe, soutient et félicite les organisateurs. Le commissi se veut un ascenseur social de la jeunesse, avec la mise sur pied d'une fondation pour encadrer toutes ces actions caritatives
Pour être candidate, il faut être âgé de 18 à 25 ans, être de nationalité ivoirienne et mesurer 1,68 m, avoir le bac et un teint naturel, ne jamais avoir eu d'enfant, être en possession de toutes ses facultés mentales et être de bonne moralité. À Ouangolodougou, on a parlé de culture de la paix. C'est à Niélévogo que le député de la circonscription a invité à maintenir un climat de paix et de cohésion, des symboles forts de développement. Kader Sogodogo. Niélévogo, village de la sous-préfecture de Ouangolodougou. Les populations rassemblées pour parler d'une valeur, la paix. Le député de la circonscription Kawara Ouangolodougou, commune et sous-préfecture, Traoré Drissa, est dans son rôle d'émissaire du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, pour s'aimer les graines de cohésion sociale, d'entente et de paix. Des ingrédients pour un développement certain. Le président du conseil régional du Tchologo, par ailleurs, ministre d'État, ministre de la Défense, notre boussole politique, M. Téné Birahima Ouattara, qui veut que les filles et les fils de notre cité se retrouvent régulièrement pour penser développement malgré nos divergences de points de vue par moment. C'est l'occasion pour moi d'inviter les fils et les filles de notre beau département à plus de pardon, de paix, de cohésion, de solidarité et surtout au vivre ensemble prôné par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Au nom des populations du terroir, le sénateur Bakary Ouattara salue l'initiative. Je suis là pour soutenir le député Traoré Drissa dans ses actions, de sorte que pour les élections futures, nous puissions nous accorder sur le mot d'ordre que le président du conseil régional voudra nous donner pour venir vers nos populations. L'activité économique à Niélévogo est dominée par l'agriculture. Parcelles cultivables et sites d'élevage permettent aux populations locales de survivre. Avec la paix, il en sera davantage. En Turquie et en Syrie voisine, une semaine après le violent séisme qui a frappé ces deux pays, le bilan continue de s'alourdir. Selon les derniers chiffres officiels, 31 643 morts dénombrés dans le sud de la Turquie par l'organisme public turc de gestion des catastrophes. 3 581 morts en Syrie selon l'ONU. Un total de 35 225 morts qui, selon l'ONU, pourraient encore doubler. Voilà, le monde entier de tout cœur avec ces pays aujourd'hui durement frappés par Mère Nature. Prenez soin de vous et des vôtres. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.